Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion. Donc je me présente, je suis Aurélie Pic, c'est moi qui vais organiser, animer nos échanges ce soir. Je commence par vous remercier de votre présence. J'espère que les participants qui ont pu participer à la visite de site ont apprécié et bénéficié de cette visite. Pour ce soir, notre réunion va être organisée en deux temps. Une première qui sera... Pardon. Une première réunion, une première partie qui sera consacrée à un retour sur la concertation. Excusez-moi, la technique ne me suit pas. Je suis un peu déboussolée. Donc une première partie qui sera consacrée à la concertation, un retour sur la concertation préalable, et puis une présentation de ce qu'on appelle classiquement la concertation continue. On vous donnera plus de détails, et puis notamment la garante qui poursuit sa mission, qui se présentera plus avant. Ça sera l'occasion d'un premier échange avec vous sur cette concertation, sur les attentes éventuellement, si vous souhaitez contribuer aux modalités de concertation qui sont proposées pour cette suite. Et puis ensuite, on viendra sur le projet, sur l'état d'avancement du projet depuis la fin de la concertation, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et puis les prochaines étapes qui sont dans les prochains mois devant nous, et à nouveau un échange si vous avez des questions complémentaires sur le projet, l'état d'avancement, les prochaines étapes, etc. Voilà pour notre programme de la soirée. Sans plus attendre, je passe la parole au professeur Antoine Tenière pour lancer le cœur du sujet. Merci beaucoup Aurélie, et je ne vais pas garder la parole très longtemps, je vais surtout la passer à la directrice générale de la recherche et de l'innovation, Claire Géry, qui va présenter tous les intervenants et donner les grands enjeux de Paris Santé Campus, et je reviens vers vous juste après. Merci. En plus, le micro marche, donc c'est parfait. Donc moi, je suis Claire Giry, directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est ce ministère qui assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter une partie des éléments, puis ensuite Antoine prendra le relais. Et nous sommes donc plusieurs ministères à accompagner ce projet. Donc pour le ministère de la Santé et de la Prévention, c'est David Senati qui est le coordonnateur interministériel pour la santé numérique, qui est représenté et qui pourra dire quelques mots dans la foulée. Pour le ministère des Armées, Guillaume Pelé de Saint-Maurice, qui est le directeur de l'école du Val-de-Grâce, va nous rejoindre. C'est imminent, je crois qu'on a un petit message disant qu'il arrive. Et puis Antoine dirige le groupement d'intérêt scientifique qui permet à ce projet de fonctionner, de démarrer. Donc il pourra vous apporter aussi tous les éléments sur le projet lui-même et la façon dont il vit. Donc, juste avant de passer la parole à David, je voulais vous dire que j'étais ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Certaines personnes ont déjà peut-être suivi d'autres épisodes de cette concertation. Bonjour, et voilà, je viens d'annoncer que vous arriviez, je n'ai pas menti. Bienvenue, Guillaume. C'est très important pour nous de poursuivre sur cette concertation qui nous apporte, on va le voir, elle nous permet aussi, nous, de progresser dans la façon dont on conçoit et on déroule, on met en œuvre ce projet. Et puis, je trouve que c'est un très beau symbole et une très bonne chose aussi de le faire ici, cette réunion, parce que finalement, ce lieu, en tant que tel, c'est pas celui sur lequel on concerte, puisque c'est un lieu préfigurateur du projet du site du Val-de-Grâce, mais il joue bien son rôle de préfiguration. C'est-à-dire qu'on se disait que sur un sujet, sur la santé numérique où il y a une telle dynamique, on ne pouvait pas attendre la fin des travaux pour se dire aux chercheurs, aux experts, aux associations intéressées par le sujet, aux entreprises qui innovent sur ces sujets, ça va être super, mais ça va être dans assez longtemps finalement. Donc voilà, ça nous paraissait un petit peu plus difficile. Alors que faire un démonstrateur, un site sur lequel on fait à plus petite échelle fonctionner cette logique, cette philosophie, c'est vraiment important pour nous, donc je trouve c'est très bien que vous ayez l'occasion de visiter le site. Ça va évidemment en architecture, en organisation être un peu différent puisque le lieu est autre, mais dans la philosophie, dans l'état d'esprit, dans la dynamique sur place et dans le mode de fonctionnement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment expérimenter ce qui se passera plus tard sur le site du Val-de-Grâce. Donc ça vous en donnera un parfum, je pense, puisque ça a commencé, qu'il y a déjà une bonne dynamique. Antoine pourra nous le dire. Voilà, je vais vous laisser la parole et reprendre après. Bonjour, moi je suis le professeur de Saint-Maurice, je suis le directeur de l'école du Val-de-Grâce, donc le premier voisin, j'ai envie de dire, du projet Paris Santé Campus, une fois qu'il sera dans ces nouveaux murs. Partant, moi je suis très heureux de voir que
Paris Santé Campus vient s'installer sur le site de l'ancienne HI à Val-de-Grâce, ayant moi-même été chef de service dans cet ancien hôpital. En anesthésie réanimation, caractéristique que je partage avec M. Tenière. Voilà, on s'attache à ce que ces relations d'excellent voisinage qui ont débuté sous d'excellents auspices se poursuivent. Je suis là pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, évidemment. La première d'entre elles pourrait être: qu'est-ce que c'est que l'école du Val-de-Grâce ? Eh bien, c'est l'école de formation 3e cycle des médecins militaires, quelle que soit leur spécialité. En particulier à la médecine du combat, et il ne vous a pas échappé que les armées françaises sont dans une phase, à la demande du chef d'état-major des armées, de modification stratégique profonde. Et il suffit d'allumer la télé tous les soirs pour se rendre compte pour quelles raisons le chef d'état-major des armées a demandé. Voilà. Pour le service santé, c'est donc le renforcement et la modification de la médecine du combat. On était sur un modèle de corps expéditionnaire, d'opération extérieure pendant une trentaine d'années, avec un système de santé qui fonctionne bien, qui faisait du SAMU au Sahel. Il faut qu'on se prépare à autre chose qu'on a déjà connu auparavant. Et donc, mon rôle à moi, c'est ça, c'est de préparer les praticiens et tous les personnels du service, puisque c'est leur formation continue également qui dépend de moi, à cette nouvelle donne. C'est un peu loin peut-être de ce que va faire Paris Santé Campus, même si voilà, nous sommes tous au service de la santé et du bien commun des Françaises et des Français, quels qu'ils soient. Bonjour à tous, donc David Senati, je suis coordinateur interministériel de la stratégie d'accélération santé numérique et je suis là au nom du ministère de la Santé et de la délégation ministérielle au numérique en santé, qui est la structure au sein du ministère qui est en charge du numérique en santé. En tant que coordinateur interministériel, j'ai l'occasion de travailler avec l'ensemble des ministères autour de la santé numérique, dont les services de Claire Giry, la DGCIP, le MESRI dans son ensemble, le ministère de l'économie, le ministère de la Santé. Et c'est un réel plaisir de voir déjà sur le lieu préfigurateur une animation se créer au fil de l'eau, en même temps que les startups et les entreprises rejoignent le lieu. On sent vraiment que la mayonnaise est en train de prendre, donc c'est un très beau projet auquel on est également fortement associé. Et dans le cadre de la stratégie interministérielle, Paris Santé Campus, c'est un peu notre paquebot, si vous voulez dire, si vous voulez, enfin, une petite image ou la face émergée de l'iceberg. Et derrière, on a différents appels à projets, actions interministérielles autour de la recherche, autour de la formation aussi, qui est un très gros enjeu sur la santé numérique, autour de la confiance et des usages, qui sont hyper importants pour le développement de notre secteur d'activité, avec de nombreuses actions en faveur de l'évaluation clinique, en faveur de l'expérimentation, et in fine, bien sûr, le remboursement aussi, qui est un sujet autour du modèle économique de ces solutions numériques en santé. Donc la stratégie interministérielle vraiment vient également épauler l'ensemble des porteurs de projets qui vont rejoindre ce lieu. Donc on est vraiment ravis de le voir émerger et se concrétiser au fil de l'eau. Voilà ce que je pouvais dire en intro. Merci beaucoup. Peut-être un tout petit mot également pour vous souhaiter la bienvenue dans ce site. Pour ceux qui étaient présents sur les premières phases de concertation, on était vraiment dans des concepts très théoriques. On a aujourd'hui maintenant une existence tout à fait concrète et pratique, avec une dynamique qui est donnée grâce au soutien et à la direction et à la stratégie que portent les différents ministères. Personnellement, je vais prendre plutôt l'image de l'hydrofoil que du paquebot, parce qu'on essaye d'aller vite et d'aller vraiment dans la logique de l'innovation, mais c'est simplement une petite pique. Voilà. Je voudrais aussi vous dire que nous sommes ravis, et elle prendra la parole tout à l'heure, d'accueillir Madame Durand, la garante qui a été missionnée par la CNDP dans cette stratégie de concertation continue que nous allons échanger, sur laquelle nous allons échanger avec vous aujourd'hui. Vous dire que certains des membres fondateurs de Paris Santé Campus sont présents, et je voudrais saluer la présence du représentant d'INRIA, que d'autres n'ont malheureusement pas pu être présents et sont bien entendu excusés. Et puis également certains élus, et notamment la mairie du 5e, auraient souhaité être présents, mais pour des actualités, notamment le Conseil de Paris, n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, ce qui n'empêche évidemment qu'ils suivent avec beaucoup d'attention, et on a un lien très fluide avec eux, et avec les mairies d'arrondissement et avec la ville de Paris, les avancées du programme. Voilà. Et je redonne tout de suite la parole à Claire Giry pour la suite. On me demandait qui passait les slides, mais en fait c'est moi, je crois. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça doit être... Je ne sais pas ce que je dois viser. C'est pas très net.
Je sais pas ce que je dois viser, le truc. Ah si, ça y est. Non mais c'est bon. Ouais, ça y est, j'ai compris ce qu'il fallait que je vise. Excusez-moi. Voilà, donc je vais vous présenter globalement les grands enjeux du projet et du programme du Paris Santé Campus, et puis Antoine vous en donnera les détails. Alors j'avais voilà, j'ai loupé cette slide-là qui vous présente l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Alors là, c'est un petit peu, vous avez ici sur scène un peu l'incarnation des différents acteurs clés du projet. Donc c'est le lien avec les autres ministères concernés, et puis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du programme. Le Paris Santé Campus avec Antoine qui définit le contenu scientifique du programme, ce qu'on va y faire en termes de recherche, en termes d'innovation, en termes d'animation scientifique, de lien avec la société. Et puis l'EPORIF qui assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire le travail immobilier, la programmation fine immobilière, la mise en œuvre aussi des volets qui ont été concertés jusqu'à présent. Le Paris Santé Campus lui-même, c'est un groupement d'intérêt scientifique, ce qu'on appelle un GIS, qui a été créé début 2021 spécifiquement pour porter ce programme et l'animer. Il comprend l'ensemble des partenaires publics qui sont associés au programme. Il y a un comité de pilotage régulier, il y a une animation entre les acteurs qui permet de définir les priorités, de prendre des décisions et de faire vivre ce projet. Les ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé et de la Prévention sont également autour de la table. Alors, je vais vous présenter maintenant l'ensemble des acteurs en fait, qui sont sur ce site. Je préfère commencer par vous parler des acteurs pour que vous voyez un peu qui sera présent sur le site. Et puis, Antoine vous projettera la vie de tout ça et ce que ça va produire, comment ça fonctionne. Donc, dans l'ensemble des acteurs qui seront présents sur le site et qui sont déjà aujourd'hui sur ce lieu préfigurateur, il y a des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, l'INSERM, l'Organisme national de la recherche en santé, l'université PSL, qui est l'université Paris Sciences et Lettres d'excellence, qui inclut l'ENS, le Collège de France, qui inclut l'Institut Curie, qui est sur un site très, très proche. l'INRIA, qui est représenté aujourd'hui, donc l'Institut de recherche sur le numérique. Le Health Data Hub, qui fédère des données en santé numérique, et puis l'Agence du numérique en santé. Donc ça, ce sont les acteurs publics qui seront présents sur le site, chacun dans leur rôle. Hop, pardon. L'idée étant que toutes ces expertises sur le site puissent converger et être animées et fonctionner ensemble. Donc il y aura de la recherche, de l'éducation, à l'enseignement supérieur, la dimension de Paris Sciences et Lettres, ça va être ça, la formation d'étudiants, de jeunes générations à ces sujets de santé numérique, les enjeux d'innovation, la création de start-up et d'entreprises qui viennent de ces acteurs ou qui veulent simplement s'implanter à proximité parce que cette présence de l'expertise et de la recherche et de l'innovation est intéressante pour eux. Donc de l'entrepreneuriat, que ce soit un lieu aussi où émergent de nouvelles idées, de nouvelles activités et de nouvelles entreprises. Donc vous avez quelques chiffres, 4 instituts de recherche, 5 opérateurs publics que j'ai mentionnés, plus d'une centaine d'entreprises, et en tout on considère qu'il y aura à peu près 3000 experts sur site, en tout cas un site qui vivra et qui verra passer des jeunes, des étudiants, des experts, des scientifiques, des médecins sur tous ces sujets. Qu'est-ce qu'ils y feront? Alors le principe de ce programme, c'est que, je commence par la fin, c'est qu'il y ait à peu près la moitié, un peu plus, de surface privée et de surface publique, donc les acteurs publics que j'ai cités, mais l'idée c'est que la moitié du site soit consacrée aussi à l'accueil d'industriels, à l'implantation d'acteurs privés. C'est très important qu'il y ait ces synergies et qu'il y ait ce ratio pour qu'on ait vraiment des acteurs publics, mais aussi que leur présence attire, permette le développement d'acteurs privés sur le site, de start-up, d'entreprises, qui est aussi des lieux de médiation, des lieux de rencontre des citoyens, que des associations puissent organiser des événements sur le site, qu'il puisse y avoir des formations pour des étudiants, mais aussi pour le grand public, sur les enjeux du numérique. On a évoqué des questions d'éthique, des questions que les citoyens peuvent se poser sur le numérique en général, et plus particulièrement de façon encore plus sensible sur le numérique en santé. C'est ici que ça se passera, ici et sur le site du Val-de-Grâce par la suite. Voilà, l'idée c'était de vous imager un petit peu les choses, mais je vais laisser Antoine développer le programme de manière plus détaillée et précise. Merci. Alors pour effectivement rendre ça tout à fait concret, quelques exemples de projets de recherche qui sont déjà portés à travers différents objectifs stratégiques. Le premier étant de travailler sur un élément essentiel pour le numérique qui est la donnée.
Comment est-ce qu'on va la collecter, l'analyser, la structurer, la protéger, la sécuriser et en faire quelque chose d'exploitable au quotidien pour à la fois la recherche, le soin et l'innovation, et donc vraiment être dans une logique de culture de la donnée. Certains des instituts de recherche ou des laboratoires qui sont présents ici travaillent déjà sur ces enjeux-là, et donc il y a un besoin fort d'accélération qui sera justement accompagné, incarné par Paris Santé Campus. Le numérique, si on veut le faire accélérer, c'est également des métiers. Et donc déterminer les compétences qui seront nécessaires et les formations qui devront en découler pour faire en sorte que les laboratoires, les industriels, les startups, les institutions aient à disposition ces compétences, non seulement avec le niveau de qualité attendu, dont on sait qu'en France il est aujourd'hui très bon, mais surtout avec la quantité de compétences et donc d'étudiants ou de jeunes professionnels qui répondent aux besoins du secteur. Donc vraiment 2 piliers essentiels, données et formation. Et puis un troisième enjeu qui est l'enjeu de création de valeur, qu'elle soit médicale ou scientifique sur les 2 premiers points, ou économique, notamment avec l'accompagnement des startups. Et puis un enjeu également d'impact qui est essentiel dans l'accompagnement de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles approches et de ces nouveaux usages pour comprendre quels vont être les enjeux positifs et les impacts positifs pour le système de santé, pour la recherche, pour arriver à donner du sens justement à ces transformations numériques. Alors de façon tout à fait pratique, là aussi à travers ces grands éléments, des grands enjeux stratégiques. Le premier, et Claire Giry, je crois, l'a bien dit à travers cette description d'écosystème, la volonté de créer des synergies avec des acteurs qui sont aujourd'hui dispersés et qui se rassemblent sur un seul site. Et en ça, le site que vous avez visité aujourd'hui montre bien à quel point c'est important et utile et efficace, et donc valide le concept qui était porté dans Paris Santé Campus, qui permettent ces synergies de faciliter la création de valeur scientifique, j'en ai dit un petit mot, qui permettent surtout, en lien avec les politiques publiques autour de la recherche, de l'innovation, de la santé et de la prévention, d'incarner ces grandes politiques publiques et de leur donner corps, d'accompagner les acteurs justement à s'engager dans les directions que nous donne l'État à travers ces grandes politiques publiques, et puis d'assurer un soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat en complément des structures notamment ministérielles qui justement poussent ces grands sujets, notamment dans la santé. Et puis évidemment, à travers l'accompagnement des entreprises, je l'ai dit, faciliter la création de valeur économique, la création d'emplois, les levées de fonds et puis faciliter l'émergence de champions français dans le numérique en santé qui vont permettre in fine dans une logique d'impact et de choix sociétaux de défendre et de promouvoir les choix souverains sociétaux qui seront posés à partir de ces conceptions justement de transformation numérique du système de santé avec in fine au-delà de la volonté de créer des écosystèmes synergiques nationaux, la volonté de les rendre visibles, de les rendre crédibles et de les rendre vraiment leaders sur le plan international. Et puis un autre aspect, notamment pour tout ce qui concerne la stratégie autour des enjeux immobiliers du Val-de-Grâce, c'est aussi de rationaliser et d'optimiser les biens immobiliers de l'État et de ses opérateurs. Alors, en quoi ça consiste de façon pratique quand on veut parler du numérique en santé ? Eh bien, ce sont des projets de recherche, ce sont des projets de formation qui vont avoir un large spectre disciplinaire et c'est intéressant de voir à quel point, justement, je le disais tout à l'heure, la complémentarité des acteurs qui sont présents ici, que ce soit les instituts de recherche ou le laboratoire mixte INSERM-INRIA qui travaillent sur des sciences qu'on pourrait appeler dures, c'est-à-dire fondamentales, ou sur des sciences humaines et sociales, notamment les enjeux sociologiques, économiques ou philosophiques de l'impact et des usages qui sont associés aux données de santé. La possibilité de façon assez inédite de travailler à partir d'entrepôts de données d'envergure nationale, ça fait partie des éléments qui avaient été discutés dans la phase de concertation préalable, notamment ce fameux système national de données de santé qui est un élément essentiel pour alimenter toutes les stratégies autour du numérique dans la santé. La possibilité d'avoir des travaux de recherche sur des stratégies à haut débit, c'est-à-dire qui vont analyser beaucoup de données, qui seront facilitées par les capacités des micro-ordinateurs, des microprocesseurs qu'on utilise aujourd'hui. Notamment, on a déjà des startups qui travaillent avec ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques, la possibilité de décupler les vitesses d'analyse de ces données. Et puis, des projets qui sont portés, je le disais, par
4 grands instituts qu'on avait déjà présentés, mais dont je peux redire quelques mots. Un premier sur la modélisation numérique, qui accompagne des stratégies de l'État autour de ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est-à-dire le concept du simulateur de vol appliqué à la santé, donc du simulateur de patients, d'hôpital, de systèmes biologiques à partir des données. Un institut sur l'imagerie, qui est en train de réinventer la façon dont on conçoit l'imagerie médicale. Un institut sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle Prairie, et puis un institut sur les enjeux sociologiques, économiques et éthiques des données de santé. Et puis je le mentionne, parce que ça a été un des premiers laboratoires qui était présent ici, un laboratoire mixte INSERM INRIA qui travaille sur l'intelligence artificielle et notamment l'analyse textuelle des données de santé qui sont les données qui existent aujourd'hui. Tout l'enjeu qui prévaut à la réflexion dans le pilotage de ce programme, c'est la volonté, une fois que les objectifs stratégiques sont définis, d'accorder les enjeux immobiliers pour servir justement ce programme scientifique et de faire en sorte... Alors, j'ai plus le contrôle. Je ne sais pas où est le récepteur. Ça va passer 25 fois. De faire en sorte que la programmation immobilière accompagne justement le projet stratégique. Et donc la volonté de créer dans ce programme de rénovation de l'ex-hôpital d'inscription des armées du Val-de-Grâce des espaces de recherche, vous l'avez compris, des espaces de formation, des espaces de travail en commun avec vraiment l'incarnation de ces écosystèmes, des espaces d'appui au développement de projets entrepreneuriaux, et puis des espaces de soutien, si je puis dire, qui vont de la communication à l'événementiel en passant à des espaces de vie du campus qui permettent également, au-delà des enjeux de recherche, de formation et d'entrepreneuriat, d'ouvrir ces grands enjeux vers la société, vers des associations d'usagers ou de citoyens, et évidemment vers son environnement direct qui est extrêmement dense sur le plan médical et scientifique. Voilà. Peut-être pour vous rappeler les périmètres du programme. Mais sinon, je vais vous laisser passer les... Non, je ne pense pas, mais merci. Les périmètres immobiliers immédiats du programme, donc c'est la transformation de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce qui est situé dans la petite parcelle en jaune en bas du 5e arrondissement et qui est inclus dans un triptyque, si je puis dire, qui intègre la partie historique et les jardins dont le ministère des Armées est aujourd'hui affectataire et bien sûr utilisateur. Et donc c'est sur cette partie-là qu'on va travailler. La suivante, s'il vous plaît, qui appartient donc au domaine public de l'État, qui est aujourd'hui affecté en totalité au ministère des Armées qui en a l'usage pour ses besoins. Et donc, je vous le disais, la partie historique du site et les jardins resteront affectés au ministère des Armées. Et puis l'ancien hôpital, cette parcelle changera d'affectation, parcelle de 28 000 m² et sera dédiée au montage de Paris Santé Campus pour un premier coût global dans les premières estimations de l'ordre de 360 millions d'euros avec un modèle de financement qui est envisagé avec un contrat de concession, c'est-à-dire la mise à disposition à un concessionnaire privé. Donc voilà les grandes lignes que vous retrouverez également dans le dossier de concertation qu'on a mis à disposition à la sortie et qui reprendront tous ces éléments. Voilà, je repasse la parole à Claire Giry pour la concertation préalable. Voilà, donc la concertation préalable, elle a été réalisée sous l'égide des 3 garantes qui avaient été désignées par la Commission nationale du débat public et elle s'est déroulée du 20 septembre au 13 novembre 2021 avec plusieurs temps forts. Un site internet dédié avait été ouvert, concertation-parissantécampus.fr, qui fonctionne toujours avec des informations sur le projet. Les garantes, suite aux échanges qui ont pu avoir lieu, ont publié un rapport le 13 décembre 2021 et nous devions, dans un délai de 2 mois, du côté du maître d'ouvrage, publier notre rapport qui évoquait la manière dont nous avons pris en compte cette concertation. Donc c'est ce que nous avons fait le 11 février 2022.
Et là, vous avez quelques chiffres clés qui montrent qu'il y a eu, des questions et de l'action sur ces sujets. 14 rencontres publiques, 136 contributions, 560 participants, 1500 dossiers de concertation, 85 dépliants diffusés. Il y avait aussi une présence sur les marchés, pour permettre de donner quelques informations aux riverains. Voilà, donc c'était une concertation qui a été importante et qui a permis de voir pas mal de monde, d'écouter ce qui se passait, et qui était très importante pour nous parce que quand on travaille sur un projet de cette ambition, ou pour tout projet finalement, on est dedans, on a des acteurs spécialisés, mais on a du mal à s'extraire, à avoir un autre regard. Donc c'est ça que nous a apporté la concertation, un autre regard sur ce projet qui nous permettait de voir ce qui était important pour les riverains, mais pas seulement, bien au-delà pour toutes les personnes que ça pouvait concerner d'une manière ou d'une autre, et puis par ce regard de voir ce qu'on pouvait être amené à aménager. Donc les recommandations du bilan, c'est moi qui les présente aussi, ou pas ? Je peux les détailler. Je suis lancée là, mais arrête-moi. C'est plus moi, donc vas-y. Surtout qu'au-delà des recommandations, il y a les réponses qu'on a données. Et je pense que c'est aussi ce que vous attendez ce soir. Et simplement, je vais redire, et je pense que c'est vraiment un message important, ça a été dit, ces échanges nous enrichissent beaucoup sur la conception du programme, sur la façon dont on peut le porter, la façon dont le public, les grands acteurs, qu'ils soient riverains ou pas, l'appréhendent. Et donc, toutes les recommandations qui sont sorties dans le rapport des garantes reflètent justement ces échanges qu'il y a eu. Donc, il y a une série de recommandations comme ça que je vais regarder avec vous, et surtout les réponses qui ont été données, puisqu'elles font partie du document qui a été établi sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en réponse justement aux recommandations des garantes. Donc, il y a une première recommandation sur la publication de l'état initial de l'environnement, donc qui a été matérialisé sous la forme de la publication de l'avis de l'autorité environnementale sur la saisine, ce qu'on appelle au cas par cas, mise en ligne en juin 2022 sur le site internet. Une deuxième recommandation sur l'établissement d'un plan de mobilité, et donc notamment les dispositifs qui sont prévus pour dissocier ce qu'on appelle les flux piétons, les personnes à mobilité réduite, les mobilités douces, notamment les vélos, et les flux motorisés, et favoriser les modes de mobilité doux en offrant un nouvel accès qui soit à la fois qualitatif et sécurisé. Donc ces éléments ont bien été intégrés dans la réflexion, et de la même façon, nous intégrons les besoins de nos voisins et amis du service de santé des armées qui ont besoin pour sécuriser la parcelle de certains accès, et donc nous serons en mesure de matérialiser ces éléments courant 2023, et ce sera un point qu'on pourra voir dans le comité de suivi qui sera mis en place dans la suite de cette concertation. Une troisième recommandation sur l'association de la communauté scientifique environnementale aux travaux qui sont liés aux enjeux environnementaux, et donc un certain nombre d'éléments de diagnostic sur les enjeux environnementaux ont été associés au bilan qui est fait de la parcelle. Et puis nous avons travaillé à l'association d'experts dédiés à l'environnement sur les réunions de comité de suivi pour adresser justement avec eux cette thématique. Les éléments, ce comité de suivi se mettra en place par la suite, et donc le démarrage de cette réponse aura lieu à partir de l'automne 2022. Quatrième recommandation, le travail sur la dimension paysagère du site, qui est évidemment intégré dans notre conception de l'ensemble. Le site est majestueux dans son architecture, mais il s'insère dans un ensemble qui est parfaitement organisé et pensé, et qui donne justement cet aspect emblématique. Et donc la dimension paysagère est évidemment pleinement intégrée dans les études de programmation et de faisabilité qui ont été mises en place jusqu'à maintenant, et elles feront l'objet de prescriptions spécifiques dans le cahier des charges de l'appel d'offres qui sera mis en place pour un futur concessionnaire. Donc tous ces éléments sont travaillés et seront intégrés justement dans les paramètres importants. Cinquième recommandation sur l'intégration dans le cahier des charges du concessionnaire des avis des parties prenantes et des recommandations des parties prenantes. Et donc ces éléments seront bien communiqués au concessionnaire dans le cadre de la procédure d'attribution, dans les phases justement de pilotage qui vont suivre à partir de l'automne 2022.
Une 6e recommandation sur le suivi des engagements pris au moment de l'atelier des enjeux socio-économiques. Peut-être certains d'entre vous étaient présents. Et donc, nous publierons, après réception de l'avis rendu par le SGPI, c'est le secrétariat général pour l'investissement, des enjeux d'évaluation socio-économique qui permettront justement, probablement là, à l'été 2022 et sur le site internet de la concertation, de donner un peu plus d'éléments sur l'évaluation des enjeux socio-économiques associés au projet. Une 7e recommandation sur le fait d'arriver à faire monter en connaissance les parties prenantes et les associer régulièrement, notamment les riverains et les futurs usagers de Paris Santé Campus, à tout le pilotage du programme. Et donc nous avons avec Anne Durand mis en place un dispositif de poursuite de l'information et du dialogue qui associera bien évidemment les riverains et les futurs usagers de Paris Santé Campus de façon pérenne, avec la mise en place donc d'un fameux comité de suivi et puis le maintien du site internet qui mettra à jour les informations sur l'ensemble des paramètres de conduite du programme Paris Santé Campus. Merci. Une 8e recommandation sur le périmètre précis du projet. Et donc, ce point-là fait l'objet d'échanges actuellement entre le ministère des Armées sous l'égide de la préfecture d'Île-de-France pour arriver à bien délimiter la parcelle et effectivement publier de façon publique et précise les éléments sur le périmètre géographique de ce programme. Ça fera l'objet de publication lors des prochaines rencontres publiques. Une 9e recommandation sur la collaboration étroite entre les divers occupants du site du Val-de-Grâce et avec le ministère des Armées. Évidemment, vous avez compris à travers la prise de parole du général Pelé de Saint-Maurice que nous poursuivons nos échanges à la fois sur les relations de voisinage, si je puis dire, qui se trouvent, sont également existantes, puisque vous savez qu'on est en face de l'ensemble du complexe du ministère des Armées, mais également et surtout, et je crois que ça a été bien rappelé dans sa prise de parole, sur les enjeux scientifiques et la façon dont les réflexions qui sont portées sur le numérique en santé civile peuvent enrichir les réflexions spécifiques des services de santé des armées. Donc tout ça se fait l'objet d'un processus évidemment continu qui a été initié au démarrage du programme. Une 10e recommandation sur l'organisation des modalités du suivi particulières en articulant les dimensions des programmes immobiliers et scientifiques. Et donc c'est ce que nous avons essayé de présenter et surtout la conception que le programme immobilier doit servir le programme scientifique et le programme stratégique. Et donc là-dessus, nous avons également mis en place un dispositif qui permettra de mieux informer et dialoguer avec le public et dans le cadre de la concertation justement sur ce lien entre programme scientifique et immobilier qui s'enrichira également de ce site qui est mis en exploitation ici et qui permet de commencer à comprendre justement comment les synergies peuvent être créées et comment les espaces et l'architecture peuvent faciliter ces éléments-là. Une 11e recommandation sur le maintien du site internet de la concertation actif et ouvert, et donc vous pourrez constater, si ce n'est pas le cas encore, qu'il est effectivement en ligne et à jour, et avec une stratégie qui permet de répondre aux différentes questions qui pourraient être posées via le formulaire de contact. Et là-dessus, évidemment, il y a un engagement tout à fait ferme de la maîtrise d'ouvrage d'arriver à suivre ces questions et de fournir de façon régulière à travers le site internet et pendant toute la durée du programme les réponses nécessaires à ceux qui voudraient les poser des questions. Une 12e recommandation sur l'explication des variables, critères, hypothèses du scénario choisi. Notamment ont été publiés et présentés le scénario retenu dans le cadre du dispositif de poursuite de l'information et du dialogue, et donc la mise en place à travers le comité de suivi de rencontres publiques et du site internet qui permettront de continuer à échanger et à expliquer justement tous ces éléments sur le scénario choisi. Là aussi, le site ici, je trouve, est un bon exemple qui doit permettre de confirmer ce scénario. Une 13e recommandation sur la mise en place d'un comité de suivi, et donc nous en parlerons tout à l'heure, sur la création justement de ce comité de suivi qui sera composé de riverains, d'associations et d'élus. Et puis une dernière recommandation sur la publication du rapport des garantes ainsi que de la réponse apportée, ce qui a été fait le 13 décembre 2021 pour le bilan des garantes et le 11 février 2022 pour l'ensemble des réponses que mentionnait Claire Giry sur ce sujet.
Voilà donc les éléments complets à la fois mis en avant par les garantes dans leur analyse, et je les remercie de tout le travail qui a été fourni à travers la concertation préalable. C'est vraiment des enjeux considérables, et puis les réponses que nous souhaitons y apporter et que vous pouvez justement pour les premières constater à travers les différents moyens d'information et d'échange qui sont mis en place. La concertation et la séance que nous tenons ce soir, je crois, en est également un témoin. Voilà, et je vais peut-être laisser... alors attendez, oui, pardon. Il y a effectivement des interrogations complémentaires du public sur la cohérence entre les deux programmes immobiliers et scientifiques. Et donc ça, ce sont des éléments qui avaient été abordés dans la concertation, et donc la volonté de montrer que les besoins des acteurs publics, la mission de programmation font l'objet d'actualisations permanentes et font l'objet justement on va dire de liens et d'analyses permanents qui permettent de mieux expliquer la cohérence entre justement ce programme immobilier et ce programme scientifique. Donc nous aurons l'occasion de détailler au fur et à mesure de la conduite du programme l'ensemble de ces éléments pour renforcer ces explications. Un deuxième point qui est important, qui est la justification de l'intérêt du regroupement de différents acteurs sur un seul site. Et donc, au-delà des explications que je pourrais vous donner, nous avons une petite vidéo qui regroupe des témoignages de différents acteurs qui sont présents sur site. Et je trouve que c'est probablement un des meilleurs exemples qui sera beaucoup plus puissant que si c'est moi qui vous explique pourquoi c'est important. L'entendre à travers leurs mots et leurs témoignages, je trouve est un exemple vraiment intéressant de la pertinence justement, où ils expliquent très bien que le fait d'arriver à rencontrer très facilement des acteurs, à croiser des gens qu'ils ne verraient pas dans leur environnement habituel, est un élément qui permet de faciliter et d'accélérer justement des grandes découvertes ou des grands développements dans la santé numérique. La possibilité, et ça c'est le troisième point, d'intégrer des partenaires potentiels, et donc l'ouverture à des partenaires complémentaires est en cours avec la volonté d'être vraiment un moteur de la structuration du numérique en santé au niveau national, et donc au-delà des membres fondateurs qui ont été rappelés par Claire Giry, l'ambition tout à fait affichée de créer des synergies sur le plan national avec tous les grands acteurs de la santé. Ça a déjà été le cas depuis le temps où nous nous sommes rencontrés dans la concertation avec un grand acteur à proximité qui est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et puis des grands acteurs industriels et notamment Sanofi, Generali, Orange et Capgemini. Et évidemment, nous poursuivons cette stratégie de partenariat avec des grands acteurs français du numérique et de la santé. La question de savoir jusqu'où sera élargi le tour de table, entre guillemets, et donc le travail en cours permet justement d'arriver à affiner ces éléments-là, notamment sur la question du financement du projet. Vous avez compris qu'il sera partagé entre l'État qui investit des fonds publics et puis un ou des opérateurs privés qui seront retenus par le biais d'un contrat de conception. Et le financement de l'État, ça avait été bien rappelé lors de la concertation préalable, est inscrit dans un texte qui s'appelle la loi de programmation de la recherche. Un cinquième point sur la clarification du plan de financement avec ses répartitions publiques et privées, et donc je viens de le mentionner, et un certain nombre d'études sont en cours pour arriver à affiner les éléments qui permettent de mieux définir justement la part de l'État, la part du concessionnaire privé. La clarification de l'évolution immobilière du site, la possibilité d'avoir des extensions, des surélévations, des démolitions, des constructions. Et donc à ce stade de pilotage du programme, nous n'avons pas, et ça avait été là aussi discuté, de programme architectural précis, même si nous avons des grandes intentions à partager qui permettent d'avoir une approche volumétrique et de comprendre justement comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins du programme scientifique avec des évolutions immobilières. Et je vous rappelle l'élément qui avait été discuté dans le cadre de la concertation préalable, c'est-à-dire la volonté de conserver l'existant et de le réhabiliter, mais de mettre en avant justement son impact et sa superbe architecturale, si je puis dire, comme vraiment un élément fort de cet édifice et de cet emblème. Et je sais là aussi que le ministère des Armées est attaché à cette approche que nous partageons. Un septième point sur l'éclaircissement des enjeux sur les documents d'urbanisme. Et donc, nous sommes en train de modifier
Le zonage actuel, ça avait fait l'objet d'échanges lors de la réunion de clôture de la concertation. Et donc, ça avait été rapidement discuté, mais nous confirmons la nécessité de faire évoluer ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisation, pour transformer la zone de ce site et le faire passer justement dans une zone différente qui permettra l'intégration des espaces de formation, des espaces de laboratoire et puis des espaces de bureaux et de pilotage de la recherche qui seront associés. Et puis le 8e point, c'est la nécessité d'apporter une réponse claire sur le nombre de personnes qui est sur site et les flux envisagés, avec une comparaison avec les mouvements de l'ancien hôpital. La séance de clôture avait également été l'objet d'un échange avec le général Pelé de Saint-Maurice, qui nous rappelait justement les grands flux qui étaient présents sur cet hôpital. Et donc, il y a environ 2000 personnes qui étaient sur site du temps de l'hôpital d'instruction des armées en fonctionnement. Et nous estimons que nous arriverons à monter à environ 3000 équivalents temps plein, mais ce qui fait environ 2000 en simultané, dans le cadre justement du programme de Paris Santé Campus. Donc voilà les grands éléments en réponse à la fois au rapport des garantes et aux interrogations du public. Et puis, nous avons échangé avec la CNDP et avec Madame Durand et ont été mis en place un processus de concertation continue qui permettent justement de compléter la stratégie de concertation préalable et qui vont s'articuler, vous le voyez sur cette diapositive, avec un certain nombre d'enquêtes publiques qui vont être nécessaires pour les différentes phases de pilotage du programme et notamment les phases d'évolution du plan local d'urbanisation. Et donc la volonté vraiment de poursuivre cette stratégie et de continuer à enrichir à travers vos retours, à travers les échanges et à travers le suivi des garantes, ce programme pour en faire quelque chose qui fasse pas uniquement du sens sur le plan scientifique, mais qui soit vraiment quelque chose qui s'insère dans un environnement et dans une compréhension partagée. Donc voilà le calendrier qui sera associé justement à travers le pilotage du programme avec cette concertation continue et dont les grands objectifs sont de continuer à informer le public sur le projet, son état d'avancement bien entendu, ses évolutions programmatiques et ses prochaines étapes, et puis d'associer le public justement à la définition du programme Paris Santé Campus. Je pense que à la fois les remarques et recommandations qui ont été faites et la façon dont elles ont été prises en compte, comme je viens de vous le détailler, sont des témoins importants justement de l'impact que cette concertation peut avoir sur le pilotage du programme. Et donc nous avons remis l'expression qui était associée au bilan des garantes, la recommandation pour le porteur de projet d'organiser des modalités de suivi particulières en articulant mieux les dimensions des programmes immobiliers et scientifiques et en veillant aux dimensions territoriales et thématiques. Et donc nous sommes complètement dans la réponse à cette demande et à ces recommandations à travers cette réunion et cette stratégie de concertation publique. Voilà, et je vais laisser Madame Durand, qui nous fait le plaisir d'être présente ce soir, détailler justement tous ces éléments de façon plus précise. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, bien sûr, à Madame la directrice générale. Et merci à vous tous et à vous toutes donc de se joindre à ce projet donc, qui se poursuit. C'est pour ça qu'il y aura également une concertation continue. Donc, comme ça a été dit, la concertation préalable a eu lieu donc, du 20 septembre au 13 novembre. Ensuite, donc, il y a eu le bilan des garants. Et ensuite, donc, ça a donné lieu, comme ça vous a été indiqué, aux différents enseignements. Et suite pour la concertation, bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions ensuite. Alors, la Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante. Autorité, ça veut dire qu'au sein de la CNDP, il y a une commission. Et cette commission, en fait, lorsqu'elle est saisie par des projets, elle décide elle-même des suites qu'elle donne à ces projets. Administrative, donc c'est une commission qui est publique et indépendante. Elle est indépendante vis-à-vis de toutes les parties prenantes, dont bien évidemment du porteur de projet. La Commission nationale du débat public, donc, elle s'inscrit vraiment dans le droit à l'information
dans le droit de l'information et la participation des publics, c'est un droit constitutionnel. Comme c'est rappelé là, hein, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui sont détenues par les autorités publiques et de participer bien évidemment à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Donc vraiment, ce droit à l'information et la participation, c'est un droit constitutionnel. Donc justement, la CNDP le garantit sur l'ensemble du dispositif. En bas, donc ça c'est plus sur la partie concertation préalable, mais qui sera toujours bien évidemment appliquée sur la concertation continue. On est toujours sur débattre de l'opportunité du projet. C'est pour ça qu'il est important justement que vous puissiez challenger le projet, apporter justement votre regard, vos points de vigilance, puis aussi vos questions. Également, donc, débattre dans quelles conditions, ça va être débattre, bien évidemment, des impacts de ce projet environnementaux, donc dans le sens éviter, réduire, compenser, mais aussi sur les enjeux socio-économiques et aménagement du territoire. Et enfin, donc, on est sur le suivi dans le temps, puisque on est maintenant sur la partie concertation continue. Donc là, rapidement, sur l'opportunité du projet, donc vous voyez, on était sur la concertation préalable. Et ensuite, donc là, maintenant, on passe sur la concertation continue jusqu'à l'enquête publique. Et ensuite, si le projet se poursuit, la concertation ira jusqu'aux travaux. On pourra aller. Donc le rôle des garants, le rôle des garants est toujours le même pour ceux qui s'étaient impliqués sur la première partie. Donc bien évidemment garantir les modalités de participation du public, la qualité, l'intelligibilité, la sincérité dans les informations. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel l'on veille à la CNDP. Le contenu et la qualité des outils d'information et de communication. Également, les caractéristiques et la pertinence des outils d'expression du public. Donc c'est pour ça que, également, si vous aussi, vous avez des demandes par rapport aux attentes que vous pourriez avoir sur le dispositif de concertation, vraiment, n'hésitez pas ensuite à dialoguer sur ce point-là également. La possibilité pour le public de poser des questions, de faire part de points de vigilance, d'études, également, comme ça vous a été indiqué, sur les sites internet, au travers des réunions comme aujourd'hui, et de l'ensemble du dispositif qui sera mis en place par la suite. Également, donc, le respect des principes et valeurs d'une démarche de concertation. Slide suivante. J'y reviendrai tout à l'heure sur les principes et les valeurs. C'est pour ça que je le développerai juste après. Juste donc toujours sur ce rôle, on s'inscrit vraiment dans un continuum. Vous avez vu, il y a concertation préalable, ensuite la concertation continue jusqu'à l'enquête publique. Et si le projet se poursuit, également l'éinformation et la participation du public suit également jusqu'aux travaux. Ensuite, donc sur ce point-là, donc à chaque date d'anniversaire, donc le projet en fait est sur une durée qui est longue, même si ça a été indiqué, il va y avoir des jalons dans cette concertation, mais elle s'inscrit sur une durée longue jusqu'en 2025. Donc à chaque date anniversaire chaque année, je produirai donc le 2 mars plus exactement, puisque c'est en lien avec ma nomination, un rapport intermédiaire et puis à la fin, bien sûr, un rapport final. Pour finir, donc, à la CNDP, il y a 6 principes. Ces 6 principes sont vraiment importants puisqu'ils nous permettent de garantir la concertation, l'indépendance, je vous l'ai indiqué, la neutralité, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne prend parti sur le fond du projet. Également la transparence, donc vis-à-vis des informations, l'argumentation, donc
on veille justement à ce qu'il y ait une argumentation qualitative et puis également quantitative, à la fois bien sûr de la part du maître d'ouvrage, mais également de l'ensemble des participants. L'égalité de traitement, quel que soit le statut de la personne, quelle que soit son origine, tout le monde est traité de la même manière. Donc il y a vraiment une égalité de traitement au sens large. Et ensuite, donc, un point qui reste très très important et dont d'ailleurs sur cette première partie de concertation préalable, il y avait eu un travail qui avait été fait en ce sens-là, c'est l'inclusion, c'est-à-dire les rencontres de proximité, notamment les rencontres sur le marché royal, le marché du port royal. Et donc, bien évidemment, on essaiera, dans la mesure du possible, bien sûr, vraiment d'être très vigilant sur cette question de l'inclusion. Merci. Merci beaucoup. Donc, la traduction tout à fait concrète de ces éléments qui ont prévalu également la tenue de la concertation préalable, c'est la volonté de mise en place d'une concertation continue qui permette de maintenir les échanges avec le public à travers différents formats. Un comité de suivi, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure et que je vais détailler. Des réunions publiques biannuelles qui permettent la restitution et le partage des travaux du comité de suivi lors de réunions publiques. Des rencontres de proximité pour répondre justement aux impératifs qui viennent d'être énoncés, qui pourront notamment être organisées sur le marché ou sur d'autres sites à proximité. Des webinaires pour présenter le programme scientifique et ses éventuelles évolutions et ajustements. Et puis évidemment le site internet qui est au cœur du dispositif qui permet de mettre à disposition des documents, des études, des informations, les formulaires de contact pour répondre à vos questions et puis les invitations aux rencontres publiques. Et sur cette diapositive, vous avez le rappel de l'adresse, donc concertation-parissantécampus tout attaché.fr. Alors, le comité de suivi, ses objectifs, c'est de pouvoir présenter régulièrement l'avancement des études et du projet, de suivre évidemment les engagements du maître d'ouvrage sur l'ensemble des recommandations qui ont été détaillées, et puis de créer un lieu et un espace d'échange régulier pour pouvoir recueillir les attentes du public à l'égard du projet. Sa composition est de l'ordre d'une vingtaine de membres, et il comprendra 3 collèges, un collège citoyen, un collège d'associations et un collège d'élus. Nous proposons donc l'organisation de réunions plénières biannuelles avec, si besoin, des groupes de travail thématiques qui comprendront au moins 2 réunions de travail par groupe et avec des thématiques qui seront validées en lien avec la maîtrise d'ouvrage. La volonté, comme ça a été le cas dans la concertation préalable, de maintenir la diversité des formats d'interaction et de réunions, que ce soit des ateliers de travail, des visites, etc. Et également la diversité des lieux, que ce soit ici dans ce premier site de Paris Santé Campus ou dans les différents arrondissements, la mairie du 5e ou des sites à proximité de l'ancien hôpital d'instruction des armées. Son installation est prévue à l'automne 2022 et il sera associé à une charte de fonctionnement qui sera proposée et discutée au moment de la première réunion de suivi. Alors comment participer à ce comité de suivi? C'est très simple. La participation se fait sous forme d'un appel à candidature et donc tout riverain ou association qui souhaiterait faire partie de ce comité de suivi peut candidater. Nous envisageons d'intégrer environ une dizaine de riverains et 5 représentants d'associations. Et si le nombre de candidats est trop élevé, le choix des membres se fera par tirage au sort. Donc les modalités de candidature sont très simples, par le formulaire de contact sur le site internet ou par mail à l'adresse contact@concertation-parissantécampus.fr. Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de candidater avant le 15 septembre, date après laquelle nous lancerons donc ce comité de suivi. Je vous propose, à l'issue de cette première partie déjà très dense, de vous laisser la parole. C'était vraiment l'objectif, et de vous donner la possibilité de réagir sur tous ces éléments. Et puis nous verrons après vos interventions la façon dont le programme a évolué depuis nos derniers échanges dans le cadre de la concertation préalable. Merci. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez vous exprimer. Vous avez de chaque côté
des gens qui peuvent vous apporter des micros pour qu'on puisse s'entendre et puis surtout partager. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et notamment, comme disait la Garante, si vous avez des propositions sur les modalités de concertation continue, si vous pensez à des choses auxquelles on n'a pas pensé, et tout est possible, n'hésitez pas à faire des propositions, elles seront évidemment bienvenues. Sur le projet aussi, si vous avez des questions, sachant qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Écoutez, je pense qu'à ce stade, tout est limpide. Donc peut-être qu'on peut poursuivre sur la suite. Pas de regret, je vois. Voilà, monsieur. Merci monsieur. Vous allez avoir un micro. Dans les partenaires envisagés, il y en a certains, il y en a beaucoup, mais je ne vois pas le ministère des Finances et son bras armé qui est France Domaine. C'est quand même un volet patrimoine, et voilà, vous n'en parlez pas, c'est bizarre. Alors, le ministère des Finances, parce que sinon, je ne sais pas si tu veux répondre, mais il est évidemment associé à deux titres, à la fois dans la modélisation économique et puis également via le lien des entreprises. Oui, tout le modèle économique, le modèle de concession qui a été évoqué tout à l'heure, la façon, le financement que l'État apportera à ce projet, c'est bien sûr discuté en interministériel avec une forte présence de la direction du budget. Donc voilà, là on est, ne vous inquiétez pas, on ne nous laisserait pas faire tout seul. Mais on a effectivement le ministère chargé du budget qui suit ce projet de près parce qu'il est coûteux pour l'État. Hein, ne nous le cachons pas, c'est un très gros projet. Donc ils sont bien vigilants sur le sujet et ils font partie des acteurs interministériels autour de la table. Merci. Un dernier regret avant de poursuivre la présentation. Je crois que cette fois, il n'y a plus de regrets et qu'on peut peut-être poursuivre. Et puis, vous aurez encore une autre chance ensuite. Hein. Pas d'inquiétude. Merci. Alors, peut-être un petit mot effectivement sur l'avancement du programme et puis les prochaines étapes avec deux dimensions. La dimension tout à fait concrète que certains ont eu l'occasion de visiter aujourd'hui à travers ce premier site de Paris Santé Campus. La volonté, c'était de répondre aux enjeux et aux demandes à la fois des ministères et puis des porteurs du projet, et notamment du président de la République, de pouvoir mettre en place de façon très rapide cet écosystème d'opérateurs et de créer des synergies à travers les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l'entreprise et les grandes institutions dans le numérique et dans la santé. Donc une dynamique qui a été engagée à partir de fin 2021 et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir pour inaugurer ce premier site le Premier ministre Jean Castex, la ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation Frédérique Vidal, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, et puis le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec les mairies locales, notamment le 15e arrondissement, le 5e arrondissement, et puis ici les Moulineaux. Et donc vous avez vu à travers ce premier site que vous avez eu l'occasion de visiter l'incarnation des grands enjeux du programme, la volonté d'arriver à mélanger de façon évidemment structurée et ordonnée les acteurs de la recherche à travers les instituts, à travers les laboratoires que vous voyez ici, les entreprises, que ce soit des startups, des structures de valorisation et notamment la société rattachée à l'INSERM qui s'appelle INSERM Transfert. Et donc vraiment cette dimension d'écosystème avec des espaces d'événements où nous sommes aujourd'hui à la fois dans l'auditorium et puis dans cette fameuse colonne qu'on appelle la rotonde et qui devient une des signatures de Paris Santé Campus. Donc dans un cadre architectural propre, spécifique, qui sera effectivement pas forcément le même que celui de l'hôpital d'instruction des armées, un premier site qui démontre les grands paramètres de fonctionnement et la pertinence de ce programme Paris Santé Campus, avec là aussi quelques témoignages qu'on va peut-être pouvoir passer à travers une première vidéo. Alors quelques éléments de ma part que vous avez déjà entendus et je m'en excuse d'avance, mais surtout l'élément important, c'est le témoignage de chacun des utilisateurs. Paris Santé Campus, c'est un centre
unique au monde, exceptionnel, qui a vocation à accélérer tout le numérique en santé en rassemblant les meilleurs experts pour pouvoir faire de la France un leader du numérique en santé. Paris Santé Campus regroupe 5 membres fondateurs, l'INSERM, l'INRIA, le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé et l'Université PSL qui incarnent tous l'excellence française autour du numérique en santé. Au-delà de ces grands acteurs seront présents des jeunes entreprises, des grands groupes, des PME, des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants qui vont réfléchir ensemble aux enjeux de demain pour inventer le numérique en santé français. Paris Santé Campus va nous permettre d'interagir encore plus avec les chercheurs, notamment en santé numérique, les chercheurs en intelligence artificielle qui vont nous permettre de beaucoup mieux traiter les données qu'on est capable de capter sur le corps humain et de gérer ces flux de données importants pour faire des diagnostics plus performants. Le fait d'être tous sur le même site et de travailler les uns à côté des autres, ça change beaucoup de choses. Il y a une part de hasard dans la recherche. Et le fait de rencontrer la bonne personne au bon moment va faire qu'on va peut-être faire la grande découverte à côté de laquelle on aurait pu passer. Paris Santé Campus, ça peut m'aider pour différentes choses. Donc la première, ça peut me donner accès à des données. La deuxième chose, c'est d'accéder à un large réseau et des acteurs, que ce soit autant des acteurs de l'innovation, des acteurs de la recherche, mais également des experts en santé. Puis avoir accès donc, à tout ce qui est formation et conférences. C'est une opportunité unique au niveau national de pouvoir bénéficier de cross-fertilisation entre les acteurs publics et les acteurs privés pour permettre à des innovations d'apporter un meilleur soin à nos concitoyens. Les professionnels de santé et les patients usagers doivent s'approprier ces nouveaux usages. C'est dans cette double volonté que Paris Santé Campus apporte une véritable valeur ajoutée au développement de la e-santé en France. C'est un lieu physique, palpable, dans lequel il y a des êtres humains qui vont se rencontrer, travailler ensemble, créer des partenariats publics-privés pour justement contribuer à cette stratégie d'accélération santé numérique portée par les pouvoirs publics, avec également un très fort lien vers l'international, ce qui est indispensable pour passer à l'échelle et pour avoir un impact important sur le terrain pour les citoyens, pour les professionnels de santé. Pour un industriel comme nous, le lien avec Paris Santé Campus, c'est évidemment le lien avec la recherche publique et médicale, parce qu'on est convaincu que c'est de cette combinaison de la recherche médicale et des industriels que vont naître les futurs champions de la santé numérique. En France, on a la chance de disposer de données de santé extrêmement riches et le Health Data Hub va faciliter l'accès à ces données, notamment via une plateforme technologique ultra sécurisée. À l'intérieur de cette plateforme, on va pouvoir croiser et analyser les données et donc conduire des projets d'intérêt public qui vont améliorer la qualité des soins. Mais tout n'est pas qu'une affaire d'outils technologiques, on a aussi besoin de fédérer et motiver les acteurs et Paris Santé Campus va nous aider à faire tout ça. Paris Santé Campus va nous offrir à nous, agences de financement et d'animation de la recherche, un écosystème qui va s'articuler beaucoup mieux avec le santé numérique, les big data et avec aussi les biotech. Ce n'est pas l'expertise qui nous manque. C'est vraiment un écosystème, une organisation, des articulations qui nous manquent. Et ce sont des outils qui sont majeurs et indispensables pour que la France puisse occuper cette place qui est la sienne au niveau international. Transformer la santé numérique passe par une collaboration de tous les acteurs dans le domaine de la régulation, de la sécurité, de l'interopérabilité, de la création de services ou de l'accompagnement. Faire de Paris Santé Campus un endroit riche, un endroit actif et dynamique, un endroit qui est reconnu sur le plan international et qui fait rayonner la France dans tout ce qu'elle a de meilleur autour du numérique en santé. Voilà, et donc vous avez compris que c'est avec la même ambition et les mêmes enjeux que nous abordons le travail sur la rénovation de l'ex-hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, dont je vais vous donner maintenant quelques évolutions et quelques avancées depuis nos dernières rencontres dans le cadre de la concertation préalable. Donc, plusieurs éléments qui ont pu faire l'objet d'évolutions dans le cadre du programme. Le premier, c'est le périmètre du site.
la question des logements qui étaient inclus dans la programmation initiale, quelques éléments d'évolution architecturale, les éléments de programmation, c'est-à-dire la composition de l'ensemble du site, et puis les résultats des premiers diagnostics. Ces éléments avaient fait l'objet de différentes questions au moment de la concertation et ils étaient en cours, donc on n'avait pas pu répondre. On a maintenant à disposition ces premiers résultats et c'était un souhait de pouvoir justement répondre aux questions qui avaient été posées et de les partager avec vous ce soir. Donc peut-être premier élément sur le périmètre parcellaire du programme Paris Santé Campus. Je l'ai redit, donc la parcelle est composée de 3 éléments qui sont aujourd'hui affectés au ministère des Armées. Donc le périmètre précis entre la limite de la parcelle qui sera affectée pour le programme Paris Santé Campus et puis les parcelles qui resteront affectées au ministère des Armées a été défini. Il est mentionné ici sur le petit tiret rouge et il est à l'aplomb de ce qu'on appelle la promenade des malades, qui est donc la rangée d'arbres que vous voyez et qui finit ou qui sépare en tout cas le jardin haut et puis la parcelle en bas de l'hôpital d'instruction des armées. Et donc c'est ces éléments qui font l'objet, je l'ai dit tout à l'heure, d'échanges actuels entre le ministère des Armées et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche sous l'égide de la préfecture pour arriver à organiser la façon justement dont les circulations seront pensées sur cette parcelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'abandon du programme de logement qui était anticipé dans la version initiale de Paris Santé Campus. Ces logements étaient essentiellement dédiés, je le rappelle, à l'accueil de chercheurs et d'étudiants étrangers. Et avec le double élément à la fois de contraintes identifiées dans les études à l'issue de la concertation, que ce soit des contraintes patrimoniales, des avis réservés des participants pendant la concertation, des contraintes techniques, économiques et fonctionnelles. Donc ça, c'est sur les contraintes. Et puis l'existence et de nombreux projets qui renforcent l'offre de logements existants pour ces populations, qu'elles soient étudiantes ou enseignants-chercheurs, dans le périmètre immédiat. Le réajustement a été fait dans le sens d'une collaboration entre Paris Santé Campus et les différents programmes alentours pour ne pas multiplier une offre qui serait pléthorique et qui amènerait des contraintes trop fortes sur le programme architectural. Donc c'est avec ce cadre de réflexion qu'il a été décidé de ne pas réaliser le programme de logement initialement prévu dans le projet qui incluait potentiellement la mise en place d'un immeuble supplémentaire sur la parcelle, et ce qui avait fait l'objet de réactions dans l'atelier urbain de la part notamment des riverains. Troisième élément, c'est les éléments de programmation et donc les potentiels d'évolution architecturale. Le site aujourd'hui est schématisé sur cette image et comporte à la fois le bâtiment principal et puis un certain nombre de bâtiments associés au bâtiment principal qui ont été construits au fur et à mesure pour répondre à un certain nombre d'usages du ministère des Armées. Et donc le premier enjeu, c'est d'arriver à supprimer ces éléments dont on considère qu'ils sont susceptibles de perturber la lecture urbaine et la lecture paysagère du site et de répondre ainsi aux remarques qui ont été faites sur l'intégration d'une vision paysagère et environnementale sur la réhabilitation du site. Et puis d'arriver à curer, c'est-à-dire à nettoyer et dépolluer le monobloc sur ces 50 000 m² de surface aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément sur la déconstruction de certains bâtiments associés. Certains sont des préfabriqués, d'autres sont des bâtiments attenants. Et puis de réfléchir avec une première famille d'interventions architecturales qui permettrait d'arriver à rationaliser ce bâtiment pour le rendre parfaitement symétrique. Pour ceux qui le connaissent bien, et on le voit sur cette figure, les ailes antérieures, donc les grandes ailes, ne sont pas tout à fait aussi longues l'une que l'autre. Et donc vous avez cette première partie orangée qui rallongerait et qui rendrait parfaitement symétrique l'autre aile antérieure. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la volonté d'élargir les ailes postérieures pour les rendre parfaitement symétriques, en tout cas enfin aussi larges que les ailes antérieures. Donc ça, ce sont des premiers éléments d'évolution architecturale, donc qui consiste en l'épaississement et l'allongement
du bâtiment existant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la modification des étages et de l'entresol qui existe aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est l'optimisation des parties techniques qui sont situées dans les étages supérieurs afin de profiter au maximum des espaces nobles qui sont à disposition dans ce bâtiment emblématique. Ça avait fait là aussi l'objet d'une question et d'échange au moment de l'atelier urbain avec une question qui était de savoir s'il allait y avoir des antennes ou des gaines techniques sur le haut du bâtiment. Et donc on confirme qu'il y a une vraie volonté là aussi de rationaliser et de valoriser ces étages supérieurs et ces espaces nobles pour en faire des surfaces de très grande qualité. Donc ça, c'est le premier groupe d'intervention sur le bâtiment. Deuxième groupe d'intervention, c'est la possibilité de construire des extensions dans les cours anglaises qui sont au pied du bâtiment sous forme de chevrons et qui permettraient justement de renforcer les surfaces disponibles sur ce monobloc, de garder son aspect global et puis d'y intégrer des éléments qui faciliteraient les circulations sur les étages inférieurs en respectant là aussi le cadre environnemental et paysager, puisque ces ajouts ne seraient pas visibles ni depuis le boulevard extérieur, ni depuis l'abbaye, donc en respectant vraiment l'ensemble de la parcelle et de sa construction paysagère. Donc voilà les deux grands éléments. Et puis pour préciser également quelques aspects sur la programmation publique, la mise en place d'espaces de travail, de bureaux et de ce qu'on appelle des paillasses sèches, c'est-à-dire des environnements de recherche. Vous avez quelques exemples ici de bureaux de chercheurs. La particularité, ça avait été discuté notamment lors de la réunion de clôture de la recherche sur le numérique, c'est qu'elle inclut pour certains environnements, ce qu'on appelle des paillasses et des laboratoires, mais pour la plupart des environnements, essentiellement des ordinateurs et des bureaux. Et donc, un bureau de chercheur, vous en avez peut-être vu ici sur le site, on vous en remet quelques exemples, eh bien, ça ressemble à ça. Et donc, ce sont des espaces qui pourront accueillir à la fois des enseignants-chercheurs et des chercheurs, des informaticiens, des ingénieurs, notamment ceux qui travaillent autour de l'innovation, et puis des personnels administratifs, notamment sur le pilotage de la recherche, et puis des fonctions administratives qui sont indispensables aux activités de formation et d'enseignement et qui sont pour certaines déjà présentes ici. Dans le site sont également envisagés des locaux d'expérimentation. Donc, on rappelle ici la typologie d'activité des grands instituts de recherche que j'ai mentionné tout à l'heure, Prairie, Cubio, l'Institut Physics for Medicine. Donc vous avez un premier exemple ici d'espaces d'expérimentation qui sont utilisés à l'heure actuelle pour ces instituts de recherche et qui seront déployés sur le site du Val-de-Grâce et qui illustrent de façon claire le type d'espace qui seront à disposition sur ce site. Et puis également seront présents, vous l'avez compris, des locaux d'enseignement. Là aussi, vous avez peut-être vu ici certaines salles de cours, l'auditorium ou d'autres salles d'enseignement appliquées. Et donc plusieurs programmes d'enseignement numérique sont prévus sur le site pour accueillir environ 2000 étudiants qui seront pour majorité les étudiants de l'université PSL à travers des formations initiales, donc premier cycle, notamment les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, des programmes de master et puis de la formation continue qui est indispensable pour mettre à niveau les compétences des professionnels de santé autour des enjeux du numérique. Et donc, en termes de répartition prévisionnelle des équivalents temps plein au sein des entités publiques, eh bien, on considère qu'il y a environ 65% qui seront dédiés à de l'expérimentation et de l'expertise scientifique et environ 35% qui seront dans des fonctions support dont je rappelle qu'elles sont absolument indispensables pour le fonctionnement de l'enseignement, de l'éducation ou des laboratoires de recherche qui seront présents sur site. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la partie programmation publique, c'est-à-dire les instituts de recherche et les programmes de formation qui seront sur l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. En ce qui concerne la programmation privée, donc il y aura des surfaces qui sont réservées à l'accueil des startups et des entreprises, que ce soit des PME, des ETI ou des grands comptes.
et qui sont dédiés à justement la diversification de certaines activités qui représenteront environ 1500 équivalents temps plein. Donc là aussi, vous avez quelques images qui correspondent à ça, que ce soit des espaces de recherche, des espaces de formation ou des espaces numériques comme ces éléments de serveurs. Et puis la volonté, vous l'avez compris dans les premiers éléments que nous avons partagés sur la coordination entre les enjeux scientifiques et les enjeux immobiliers, d'avoir des espaces de médiation et d'échange et de travail collectif qui permettent justement de créer ces synergies que nous cherchons à développer à travers Paris Santé Campus, à travers la logique d'Atrium. Je crois que l'exemple de ce site est tout à fait adapté. On vous a mis d'autres exemples ici, c'est Station F, à travers évidemment des espaces où tout le monde se retrouve, qui sont les espaces de restauration, la fameuse sérendipité de la machine à café, mais ça marche aussi avec la cafétéria ou avec le restaurant collectif, à travers les auditoriums, les salles de travail et de réunion collective, des lieux d'événements qui sont très très importants et qui font partie de la vie campus, et puis des éléments qui sont intégrés également dans la vie quotidienne des chercheurs ou des étudiants, qui sont les activités sociales et notamment le sport. Donc voilà quelques exemples justement qui permettent de servir le programme scientifique et la nécessité ou l'ambition de créer ces synergies. Et puis dernier point, qui sont le partage d'informations sur les conclusions des diagnostics sur le bâtiment existant. Alors sur la partie des diagnostics thermiques, les éléments qui sont revenus sont les performances thermiques très faibles des parois ou mauvaises des menuiseries, qui sont considérées évidemment avec les standards actuels, puisque je rappelle que c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60. L'existence de nombreux ponts thermiques, c'est-à-dire des fuites thermiques, et puis des volets roulants qui sont pour partie obsolètes. Sur les diagnostics acoustiques, la qualité acoustique interne a été considérée satisfaisante, ce qui est tout à fait cohérent avec l'activité qui était développée sur le site de soins, mais néanmoins avec un faible isolement vis-à-vis de l'extérieur et un site qui est jugé calme malgré la présence du boulevard de Port-Royal au sud de la parcelle. Le diagnostic qualité de l'air met en avant des concentrations en dioxyde d'azote et particules PM10 plus faibles qu'en moyenne annuelle, faibles et homogènes en benzène, modérés et homogènes en ozone, et ce qui amène à une conclusion d'une qualité de l'air qui est globalement satisfaisante. Et puis, comme ça a été dit dans les réponses qui ont été amenées aux recommandations des garantes et aux questions du public, il y a une attitude particulière qui a été portée sur l'environnement et les aspects paysagers. Et donc, il y a également à disposition des diagnostics faune et flore qui mettent en avant des milieux arborés favorables à la nidification, à l'alimentation et au transit d'oiseaux à enjeu ou à la chasse des chiroptères. Je dépasse largement mon cercle de compétences, mais je lis religieusement ce que nous rendent les diagnostics. Sur l'emprise des bâtiments, également des milieux favorables à des espèces animales protégées de faible enjeu, hérissons d'Europe et lézards de muraille. Et puis le diagnostic phytosanitaire qui fait état de 141 arbres et 30 essences différentes sur la parcelle, dont nous savons que les riverains sont évidemment très attachés, avec un patrimoine arboré qui est globalement sain, et la notification de 6 arbres en fin de vie et 9 qui sont à surveiller dans leur évolution. Donc voilà les éléments de partage des diagnostics qui ont été retenus sur le site. Peut-être pour terminer cette deuxième partie, quelques éléments sur les grandes étapes à venir dans le programme de réhabilitation. Premier point, le partage de ce qu'on appelle la labellisation du programme, c'est-à-dire le passage en commission nationale de l'immobilier public qui a été réalisé en mars 2022, c'est-à-dire la présentation de l'ensemble des éléments du programme, qui a permis d'obtenir un avis favorable de la Commission nationale de l'immobilier public le 17 mai 2022, qui a été publié sur le site internet, et donc qui permet de continuer à avancer dans le pilotage et la construction de ce programme de réhabilitation. La saisine ensuite au cas par cas
des autorités environnementales en mai 2022 avec une décision attendue pour le mois de juillet 2022 et puis la publication des études du dossier de saisine qui vont être associées à une enquête publique fin 2022 pour l'évolution dont nous avons parlé tout à l'heure sur le plan local d'urbanisation. Et puis dans la suite de ces éléments, la mise en place d'un avis d'appel public à la concurrence au deuxième semestre 2022 qui va permettre d'enclencher une procédure de négociation à 2 tours pour désigner un concessionnaire privé qui peut être vraisemblablement un groupement jusqu'à l'automne 2024 et qui aboutira justement au montage d'un modèle de cofinancement avec justement ce concessionnaire qui sera choisi dans le cadre de cette procédure de négociation. Enfin, un certain nombre d'études qui vont compléter les premiers diagnostics qui ont été partagés, une évaluation socio-économique avec un dépôt de dossier qui a été réalisé le 21 février 2022 et qui est aujourd'hui en contre-expertise et en cours d'avis par le secrétariat général pour l'investissement, dont le rendu est attendu en juillet 2022, et avec une publication de l'ensemble des éléments de cette étude et cette évaluation socio-économique qui est envisagée après analyse en courant décembre 2022. Des diagnostics acoustiques, qualité de l'air, phytosanitaire, faune-flore thermique et approvisionnement énergétique qui seront publiés en juillet 2022 et dont je vous ai donné les grandes lignes. Et puis une étude de programmation qui fait toujours l'objet d'échanges et de finalisation et qui fera également l'objet d'échanges pendant la procédure de négociation avec les opérateurs privés dans lequel seront intégrés évidemment les retours qui ont été discutés dans le cadre de la concertation préalable comme le maître d'ouvrage s'y est engagé. Voilà les grands éléments que je souhaitais partager avec vous dans cette deuxième partie. Et de la même façon que nous avons pu échanger sur quelques paramètres généraux, nous sommes à votre écoute pour répondre justement à des remarques, commentaires ou questions sur ces éléments. Merci. Donc cette seconde chance dont je parlais tout à l'heure, si certains d'entre vous ont des questions, des remarques, des contributions sur ce qui vient de vous être présenté ou à nouveau sur la partie concertation, modalité de concertation continue qui était dans la première partie, c'est le bon moment. N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole si vous souhaitez partager quelque chose avec nous. Vous avez eu beaucoup d'informations, hein, c'est vrai qu'il faut digérer et s'approprier l'ensemble. Comme on le disait, hein, il y a beaucoup de rencontres qui vont avoir lieu d'ici là, en 2022 puis en 2023. On attend vos candidatures pour le comité de suivi. Et puis, il y aura des réunions régulières en présentiel, en webinaire, enfin, voilà, tout le dispositif. Et vous pourrez à nouveau réagir si ce soir, vous êtes en train de digérer l'ensemble des informations qu'on vous a données. Je vous laisse encore quelques minutes pour qu'il n'y ait pas de frustration à l'issue de cette réunion. Et puis, vous avez la possibilité sur le site internet. Madame. J'ai un peu entendu les différents partenaires. J'ai entendu Generali, Orange, Capgemini. Je ne sais pas si au niveau financier, au niveau partenaire technique, parce que votre projet... il y a beaucoup d'agilité, il y a une nécessité d'avoir des données, de fournir aussi pour avoir un retour pratique et financier, entrepreneurial, tout ça. Et il y a, moi je pensais aussi surtout au problème des réseaux Internet et à la fibre et à tout ça. Non seulement la collecte, mais aussi les circuits. Et on entend dire que la venue de la fibre dans les grandes villes, c'est pas toujours facile pour que ça arrive au bon appartement au bon moment. Et donc, je me disais, Orange est là-dedans, c'est peut-être pour ça. Merci beaucoup de cette question. Là, vous avez tout à fait raison. Le numérique, il se nourrit de réseaux et d'outils. Donc, Paris Santé Campus a vocation à créer des écosystèmes et des acteurs qui vont permettre d'inventer des nouvelles découvertes, des nouveaux produits, des nouveaux usages pour le système de santé. Et ces usages vont être
importants et surtout vont être portés par les réseaux. Pour autant, ce n'est pas Paris Santé Campus qui va développer en propre les réseaux, mais le lien qui peut être fait avec différents opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, comme vous l'avez mentionné, est un élément important pour comprendre quels vont être les besoins de ces réseaux. Par exemple, dans un centre hospitalier, quels sont les besoins en termes de transfert d'informations en fonction des quantité de données qui doivent être échangées. Je trouve qu'un bon exemple que Mickaël Tanter décrit, même s'il ne l'a pas décrit là dans la vidéo, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est l'accroissement très très important des données qui sont générées dans l'imagerie et qui nécessitent justement d'adapter les réseaux, que ce soit intra-hospitalier ou inter-hospitalier, pour adapter les débits de données qui vont être nécessaires. Donc les partenariats qu'il va y avoir, et c'est un bon exemple, vont permettre de dimensionner justement à partir des découvertes qui pourraient être faites dans Paris Santé Campus, à partir des éléments qui seront discutés en termes de stratégie avec la délégation interministérielle du numérique en santé, les outils ensuite qui sont nécessaires à la fois pour transporter ces données, pour les sécuriser, pour en garantir le partage efficace entre les bons acteurs, etc. Donc ce type de partenariat a effectivement vocation à déterminer ces paramètres. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas Paris Santé Campus qui va aller développer la fibre. Merci. Je laisse encore 1 ou 2 minutes, mais je pense que j'ai le sentiment qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vous propose qu'on conclue notre réunion. Quelques mots de conclusion. Alors, je crois qu'on peut laisser. Voilà, on va laisser la slide sur l'adresse du site web, ce qui permet de candidater pour participer au comité de suivi, pour voilà, que vous ayez le temps de prendre note si vous n'avez pas pu le faire tout à l'heure. Mais je veux vous rappeler, pour terminer cette réunion, l'attachement qu'en tant que maître d'ouvrage, on accorde à cette concertation. Hein. Comme je vous le disais, c'est important pour nous pour que le projet progresse et que vous nous apportiez un autre regard que le nôtre et celui des acteurs qui seront sur le site. Donc on y est très attaché. Cette concertation, on l'a rappelé, Antoine l'a rappelé, Madame Picossi, elle prendra des différents types de formats. Donc il y aura plusieurs occasions, plusieurs lieux, plusieurs formats, réunions du comité de suivi, ateliers d'échange, visites, webinaires pour que les échanges puissent continuer à avoir lieu. Et puis pour terminer, je veux vous remercier, Madame Nathalie Durand, de votre rôle de garante et par là même la CNDP de l'accompagnement qu'elle apporte à ce projet et de l'attention que vous y portez pour que la méthode soit parfaitement suivie. On y est attaché, mais évidemment, votre rôle est essentiel pour cela. Je remercie aussi les participants d'être venus et voilà, on sait qu'il y a peu de questions, mais c'est pas grave. Je pense que il y aura d'autres occasions pour en poser. Le site le permet aussi et donc on sera très attentif à la suite. Et merci de votre implication. Pensez bien à cette concertation continue, c'est important. Le projet va prendre du temps, c'est important qu'à toutes les étapes on puisse bénéficier de votre regard. Et puis voilà, que toutes les candidatures puissent s'exprimer pour le comité de suivi, c'est important aussi. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.